Alors, l'Institut Portalis, si vous me demandiez comment je ferais la publicité, je vous répondrais, parce qu'aujourd'hui, il faut aller vite, il faut avoir des slogans, je dirais quelque chose comme l'Institut Portalis, plus fort, l'Institut Portalis vous rend meilleur, l'Institut Portalis, c'est la victoire assurée, enfin, etc., etc. Vous en avez toujours rêvé, enfin l'Institut Portalis, c'est fait pour vous. Enfin, vous imaginez tous ces trucs-là. Mais si on veut faire un argumentaire bref, quelqu'un viendrait dire, mais quel intérêt ai-je, monsieur, à faire, en plus de mes études, l'Institut Portalis? Je répondrai, écoutez, premièrement, vous ne pouvez faire l'Institut Portalis que si vous avez un bon niveau, puisqu'il faut avoir une note minimale d'un certain niveau. Donc, déjà, il faut que vous soyez bien dans vos études de droit. Je ne conseillerais pas l'Institut Portalis à quelqu'un qui aurait déjà des difficultés en droit pour se mettre au niveau. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Donc, d'abord qu'il remplisse son premier contrat, il est étudiant en droit, c'est sa priorité, qu'il se mette au niveau en droit, point barre. Si en revanche, il montre qu'il se meut avec une certaine aisance intellectuelle dans ses études de droit et que donc, si je puis m'exprimer ainsi, il y a du mou encore dans sa cervelle, eh bien là, oui, alors, je dirais, il faut avoir un certain niveau. 2, il faut être curieux. La curiosité est un élément capital, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'aller voir ce qu'il y a derrière le rideau. Le spectacle était bien, mais comment ils ont fait, les artistes, pour arriver à faire ça? Et ça, c'est le tour de main, ça. Et c'est ça, l'Institut Portalis, c'est cette radiographie du droit qui permet de voir ce qu'on ne voit pas, et surtout qui permet de plonger le droit là où il est, en fait. Il n'est pas un absolu, il est dans une gangue immense où se relaient toutes les connaissances de l'humanité. La médecine, combien de fois vous avez des décisions du juge judiciaire ou administratif, voire pénal, qui plongent dans les arcanes de l'acte médical pour savoir s'il y a une faute, par exemple, une mauvaise appréciation des circonstances, etc., etc. Et ça, je crois que c'est ce que je dirais comme appât pour assurer la venue d'étudiants à l'Institut Portalis. Alors, votre question est double. D'abord, comment on s'est rencontrés en tant qu'être humain enseignant? Christian Attias venait d'arriver à la faculté d'Aix. Joël Denorio en avait été élève. Joël Denorio, je le connais depuis qu'il était tout petit, donc adolescent, disons, ou à peu près, donc ça fait très longtemps. Et moi, j'enseignais à la faculté. Et très vite, Joël Denorio et moi, bon, on se connaissait, donc il n'y a pas eu de moment de s'approcher, on se connaissait déjà, mais en ce qui concerne Christian Attias, très vite on s'est senti en phase, comme on dit, en ayant des centres d'intérêt d'abord communs, aussi des visions communes de l'université, qui ne paraissaient pas forcément toujours aller dans le bon sens en termes de matière d'enseignement, en termes d'exigence auprès des étudiants, et ça nous a beaucoup, beaucoup rapprochés jusqu'au jour où effectivement on s'est dit, mais bon, fini les discussions, si on passait au concret, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Et c'est comme ça que progressivement, et c'est la deuxième partie, si vous voulez, de la réponse à votre question, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer quelque chose. Alors je dis exprès quelque chose parce que dans notre esprit, c'était simplement une enveloppe dans laquelle on mettait le surplus, le surcroît de ce que, à nos yeux, l'étudiant en droit devait savoir en dehors des matières juridiques, qui sont très bien enseignées à Aix, Dieu merci, mais qu'est-ce qu'il devait savoir en tant que juriste, non pas en droit, mais tout ce qui fait l'alentour, l'environnement, dirait-on aujourd'hui, de la matière juridique, et qui est finalement, j'insiste, qui est finalement peut-être plus important pour le juriste que la connaissance de la règle elle-même, parce que la règle est évolutive, parce que la règle peut être discutée, parce que, etc. Voilà, c'est ça qui nous a rapprochés jusqu'à déboucher sur ce qui un jour s'appellera l'Institut Portalis.
c'est le jour où on s'est dit, on arrête de phosphorer en chambre à trois, on pose un acte concret, et cet acte concret, au départ, ça a été de dire, voilà, on va faire des conférences, nous et d'autres, bien sûr, de la faculté d'Aix ou d'ailleurs, y compris hors fac de droit, et des conférenciers qui vont venir parler de thèmes divers et multiples dont nous estimions qu'ils n'étaient pas assez connus, parfois pas connus du tout, de nos étudiants, et qui pourtant étaient de nature à enrichir et la réflexion et la reconnaissance du droit. Par exemple, savoir qu'une règle juridique peut toujours être autre que ce qu'elle est. N'importe quel article du Code civil pourrait être autre que ce qu'il est. Donc, déjà, je pose la question, pourquoi la solution A plutôt que la solution B? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le législateur, la tradition, le juge retiennent A plutôt que B? Et ça, au fond, c'est ce que Christian Attias appelait la raison ou le pourquoi des règles. Pourquoi la règle est comme ça et pas autrement? C'est une vraie question, en effet. Alors qu'on a plutôt tendance dans l'enseignement à prendre pour acquis, et j'allais dire définitivement acquis, que la règle c'est deux points, ouvrons le guillemet, point barre. Et on commente la règle. Et pas après avoir pourtant répondu à une première question, pourquoi la règle est comme ça? Et qui est pourtant une étape indispensable. Avant de choisir Portalis. Alors, à dire vrai, deux choses. La première, c'est que quand on a pensé à faire quelque chose, on s'est dit ce que je viens de vous dire. On n'a pas cherché à l'institutionnaliser, à se demander si on faisait un institut, on n'a même pas cherché à savoir où on le ferait. C'est de local. Donc on n'était pas du tout dans l'institutionnel, dans le constitutionnel, si vous voulez, mais on était dans le bricolage artisanal. Il y a un problème, on y fait face, on va voir ce que ça donne, ces conférences. Est-ce que les étudiants vont venir? Est-ce qu'ils vont mordre à la hameçon? Enfin, toutes ces questions-là. Le nom, en réalité, la question s'est posée alors que deux des trois fondateurs n'y étaient pas. C'est lorsque M. Joël Denorieux s'est approché de la faculté pour faire des démarches administratives, parce qu'il a bien fallu dire on veut exister, voilà ce qu'on veut faire, on veut faire une publicité, on veut le faire à quelle heure, enfin, toutes ces questions matérielles dans lesquelles Joël Denorieux excelle. Et donc, s'est posé la question, mais alors, quel nom? Joël a donné celui de Portalis, qui prouve d'ailleurs que, n'y ayant pas réfléchi, ni lui ni nous, pour que ça sorte spontanément, c'est que ça faisait partie des couches supérieures de l'atmosphère intellectuelle, si je puis dire. Et voilà. Bon, Christian Attias étant un chivliste, d'abord, et fondamentalement, le nom de Portalis, évidemment, lui agréait très bien. Moi, il m'a pas choqué du tout. Donc, voilà. Alors, Christian Attias, je pourrais être intarissable, mais je ne dois pas l'être. Nous avons des limites. Christian Attias, c'est d'abord une voix. La voix de Christian Attias était une voix captivante. Elle était posée, des belles sonorités, très belle prononciation française. Et il y avait déjà, dans sa manière de dire, quelque chose qui participait de l'art de convaincre, qui pourtant ne tenait qu'à la forme et pas au fond. Ce qui est important à dire. Ensuite, la plume. La plume de Christian Attias est une plume admirable. C'est la plume des grands écrivains du XVIIe, du XVIIIe, sujet, verbe, complément, point. On dit clairement ce qu'on a à dire, il n'y a pas de fioriture, on ne perd pas de temps à chercher, mais où il veut aller, etc. Et puis, Christian Attias, c'est la rectitude morale. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt personnel à défendre, qui défendait la science du droit, qui défendait la qualité du diplôme, la qualité de la règle juridique, dont il regrettait, comme beaucoup avec lui, la non-qualité qui aujourd'hui est devenue presque le droit commun de la manière de s'exprimer.
et une élégance souveraine de la pensée, une culture immense. Son manuel d'épistémologie, bon, l'épistémologie n'est pas la plus rigolote des sciences qui soit, se lit, je ne dis pas comme un roman, mais se lit très très bien en avance, on voit tout à fait où il faut aller, où on veut nous mener, etc. À cet égard, cet homme était un modèle à peu près dans tous les domaines, si vous voulez, voilà, c'est ça. Bonne question et mauvaise question. Bonne question parce qu'elle est logique. C'est logique. Et comment ça s'est fait, comment, etc. Et mauvaise question parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on était en plein bricolage. Donc on ne sait même pas, on était trois, parce qu'on était trois à réfléchir à cette question, mais on n'était pas du tout imaginé, avant bien longtemps, une distribution des rôles. C'est un peu votre question. Pas du tout de distribution des rôles. Bien sûr, on se disait bien, bon, oui, je ferai une conférence sur ça, ah, je connais un tel, je vais lui demander s'il veut bien venir devant les étudiants, etc., etc. Et c'est plus tard, mais pas très longtemps après, quand il a fallu s'institutionnaliser, notamment pour des raisons bassement administratives, mais bassement, mais nécessaires et importantes, que là, on s'est fait une petite distribution des rôles. Christian Attias a d'abord été président, patron de cette structure, puis je lui ai succédé, enfin Joël Deneroux est venu, mais ça s'est fait. Alors, en ce qui me concerne, à partir du moment où j'ai été chargé de diverses fonctions administratives, diverses et multiples, il est évident que je ne pouvais pas assumer une présence administrative constante à l'Institut. Je venais régulièrement faire des conférences, des débats, mais étant directeur des Sciences Po, vice-président de l'université, etc., secrétaire national de la conférence des doyens, je ne pouvais pas tout faire, voilà. Ça a été la première raison d'être. En fait, je crois que, si je remonte à mes souvenirs, les deux raisons qui nous ont poussés, c'était, un, qu'est-ce qu'on ne dit pas à la faculté de droit, ou pas assez ou pas du tout, qu'est-ce qu'on ne dit pas à la faculté de droit, et que pourtant il faudrait dire aux étudiants de droit pour qu'ils soient des hommes complets de sciences juridiques, et deuxièmement, comment leur apprendre, outre les règles, bien sûr, les institutions, le délai de procédure, tout ça, ça va bien, comment leur apprendre à être pleinement juriste, c'est-à-dire à raisonner. C'est le raisonnement, la science de l'argumentation qui est fondamental pour un juriste. Parce qu'au fond, quand vous aurez terminé vos études, ceux qui sont en cours d'études, par exemple, qu'est-ce qui va vous rester de vos études de droit? Eh bien, au bout de 10 ans, pas grand-chose. Non pas que vous aurez oublié, mais ce que vous aurez appris sera obsolète. Si je regarde mon cours de première année de droit civil, par exemple, il est devenu, mais alors, presque fantomatique. Il ne reste plus rien. Et, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui reste? C'est ça. Il reste justement l'infrastructure, le corps qui fait la charpente du droit. Et qu'est-ce que c'est qui fait la charpente du droit? La clarté de la pensée, la clarté de la langue, c'est-à-dire bien percevoir et bien savoir dire ce qu'on a perçu. C'est deux choses différentes. Et c'est pas toujours facile d'être clair sur ce qu'on voit clairement. On peut voir clairement, mais ne pas exprimer clairement. Donc, ça, c'est deux notions fondamentales. C'est évidemment le plan, pas forcément le plan de parti, de sous-parti, bon, c'est beau, c'est sacro-saint, mais ça, c'est savoir énoncer à l'avance, à son auditoire, de quoi on va parler et comment, dans quel ordre on va le dire. Vous savez, plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre des gens me dire, je parle des gens, pas fac de droit, pas étudiants, dans des conférences ailleurs, sur des thèmes pas du tout juridiques ou juridiques, selon le cas, me dire à la fin, oh, c'était formidable, monsieur, j'ai tout compris. Et c'est le j'ai tout compris qui est capital, parce que c'est ça qui est important. C'est de dire au fond, messieurs, dames, on va parler aujourd'hui de ça. Qu'est-ce que c'est? Déjà, énoncer le sujet. Et Aristote dit, je crois que c'est dans l'éthique à Nicomaque, dit
savoir poser correctement la question est parfois l'essentiel d'une science. Et c'est exact. Parce que parfois, c'est la question de quoi on parle. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous avons voulu, avec Christian Attias et Joël Denorieux, ces deux éléments, c'est-à-dire tout ce qui est autour du droit, parce qu'au fond, bien sûr, je comprends bien que vous êtes dans une fac de droit, vous n'allez pas faire de la philo, de l'histoire, de la littérature, de la théologie et de la politique, c'est du droit. Bon. Mais reprenez l'origine des règles. Vous êtes en train d'exposer aux étudiants l'article 100 du Code civil. Bon. Cet article, à l'origine, il a été une loi. Il figure dans un article d'une loi votée par le Parlement. Au moment où le Parlement vote la loi, il est composé de députés qui disent oui, qui disent non à cet article de loi, qui veulent qu'on ajoute tel élément ou qu'on enlève tel élément. Et pourquoi ces hommes et ces femmes élus du peuple disent ça? Et parce que chacun arrive avec ses convictions politiques, philosophiques, religieuses, etc., etc. Donc, pour moi, l'article 100 est très bien. Parce que je suis à droite, je suis à gauche, je suis catho, je suis je ne sais pas quoi, enfin bref, je suis riche, je suis pauvre. Et tout ça fait un amalgame qui, moi, me détermine à dire oui à la règle. Donc la règle est le résultat d'abord d'un compromis, puisqu'il faut arriver à ce qu'il y ait une majorité autour du texte à voter. Et ce texte est donc, qu'on le veuille ou non, le résultat d'une foule de paramètres dont presque aucun n'est juridique. Mais il est exprimé en termes juridiques, puisqu'il faut l'énoncer, effectivement, d'une certaine manière, pour qu'il puisse être compris, appliqué, et éventuellement interprété par le juge lorsque le besoin s'en fait sentir. Et je trouve que dans les facultés de droit, on n'insiste pas assez sur cet aspect très important que je disais au début, le fait que la règle juridique peut être différente, pourrait parfaitement être différente de ce qu'elle est. Pourquoi elle est comme elle est? Pour des tas de raisons dont beaucoup ne sont pas juridiques. Mais attention, en disant que beaucoup de raisons qui font qu'on adopte une règle et qu'on l'adopte selon un certain contenu, une tonalité, beaucoup de ces raisons ne sont pas juridiques, mais elles ne sont pas détestables. Attention, elles ne sont pas de nature juridique, mais elles sont très importantes, aussi importantes que la règle elle-même. Je vais prendre un tout petit exemple pour ça. Pourquoi le délai du recours pour excès de pouvoir est-il de 2 mois? Quand vous attaquez un acte administratif, généralement, vous disposez de 2 mois. Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 6 mois? On peut imaginer tous les délais. Mais il y a une raison à ça. La raison, c'est qu'on s'est dit, il faut que le délai soit suffisant pour que la personne qui envisage de faire un recours ait le temps de faire son raisonnement, de réunir des documents, développer un argumentaire, etc. Bon. Et ça pousse à la durée longue, ça pousserait à 1 an par exemple. Mais dans le même temps, l'administration qui a produit la règle et qui apprend que sa règle, elle est en porte-à-faux devant le juge et qu'il faut attendre la réponse. Elle ne peut pas d'énerver l'action administrative pendant des siècles. Sinon, on serait sans arrêt en train de se demander qu'est-ce qu'on fait, on n'avance pas. Donc pour que l'administration puisse agir assez vite et pour que le particulier qui attaque ait quand même une durée minimale de préparation qui lui est octroyée par le droit, on a fixé à 2 mois. Alors, le curseur pourrait pousser, on pourrait dire allez 3, allez 4, on ne pourrait pas descendre beaucoup plus bas par contre, mais vous voyez, une règle de pure procédure, elle a des raisons qui ne sont pas des raisons forcément juridiques, mais qui sont des raisons de sciences administratives, de gestion quotidienne, parce qu'il faut bien gérer le service public, la population, etc. Alors, un bon portalien, c'est d'abord quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a l'appétit d'apprendre des choses
pas forcément directement sur le métier qu'il envisage, puisque certains étudiants savent déjà ce qu'ils vont faire, même si ils se leurrent parfois sur les caractéristiques du métier. Je pense à ces jeunes femmes qui veulent toutes devenir juges des enfants et qui croient que les enfants qu'ils ont, ce sont des bambins bien roses avec des pantalons bleus et qui ont le nounours pour s'endormir, mais hélas, c'est pas toujours la fleur des pois, et ils déchantent après. Mais c'est de se dire que ils sont capables de se positionner dans la société dans un ensemble. Je suis avocat, oui, bon, mais d'accord, voilà le métier d'avocat. Mais en tant qu'avocat, je suis relié à toute une série de systèmes. Le système judiciaire, bien évidemment, c'est par là qu'il faut commencer. Mais il y a le système politique, il y a le système social, l'état des mœurs, les clients, la clientèle. Comment j'explique à un client tel ou tel. Et tout ça ne relève pas du droit, relève de... Et d'ailleurs, au sein des matières, comment dirais-je, des métiers du juridique, certains qui sont très bons pour tel métier juridique ne sont pas bons pour tel autre métier. J'ai par exemple certains de mes collègues de faculté, parmi nous, certains sont très bons comme enseignants et feraient de piètres avocats. Alors que tel autre juriste, moins bon sur le plan juridique que le professeur, fait un excellent avocat. Parce que ce sont des métiers différents. Alors bien sûr, quand ils appliquent l'article 312 du Code civil, c'est le même article. Oui, mais pas du tout de la même façon et pour les mêmes motifs. Et ça, c'est important. Et c'est un des rôles de l'Institut Portalis, c'est que l'étudiant s'emplace dans un ensemble et ne s'imagine pas, comme c'est malheureusement le cas nécessairement, lorsqu'on est dans une discipline donnée, quelle qu'elle soit, ne s'enferme pas dans une absolutisation de la fonction. Oui, d'accord, il y a le droit, mais il y a tout le reste à côté. Et ça, c'est important. C'est encore plus important d'ailleurs pour les administrateurs. Ceux qui font du droit pour devenir fonctionnaires doivent savoir que l'application de la règle juridique dans un contexte donné ne se fait pas comme un long fleuve tranquille. C'est très compliqué. Un maire peut très bien ne pas prendre la décision qu'il doit prendre, je dis bien qu'il doit prendre juridiquement, parce qu'il se dit que socialement sa décision ne sera pas acceptable, ou qu'économiquement on ne va pas y arriver. Et ça, ce sont des considérations évidemment non juridiques, mais qui font, et ça il faut le comprendre, qui font la vie quotidienne des gens ordinaires. C'est ça. Et il faut bien comprendre que ce droit doit être relativisé dans une marge d'activité sociale si on veut qu'il produise son plein effet. C'est-à-dire, rappelons-le, le droit c'est quand même l'instrument de la pacification des relations sociales. Le droit, c'est ce qui nous distingue de la guerre. C'est pour pas se taper dessus qu'on a des règles juridiques. Et qu'on a trouvé des procédures plus gentilles que la Kalachnikov pour régler les problèmes. Voilà. Mais l'Institut est très jeune, n'a que 40 ans. Bon, si j'avais que 40 ans, je serais très heureux et je lui remettrais le surplus sans aucune hésitation. Mais pour une institution, c'est jeune. Alors, pour ceux qui la portent, c'est sûr que ça a été une charge lourde pendant 40 années et ça le sera évidemment dans le futur. Mais là, encore une fois, aucun des trois fondateur que vous évoquez tout à l'heure n'a imaginé un seul instant que 40 ans après, il serait toujours question de ceux dont il disputait gentiment. Ce jour-là, c'était un beau jour, je pense, d'avril ou de mai. Nous étions à la fenêtre au-dessus du patio interne de la fac de droit. On devisait tranquillement. Je pense que c'était fin avril, début mai. Aucun de nous trois n'a pensé que quasiment un demi-siècle plus tard, ça existerait encore, ça fonctionnerait et ça aurait l'aura, si on peut dire, ou la réputation que l'Institut a acquis aujourd'hui. Mais attention, tu l'as acquis parce que ça n'était pas gagné d'avance, grâce au talent en particulier de Joël Denoriot, qui, à bras tendus, a tenu l'institution, a voulu assurer la garantie de la qualité, etc., mais aussi grâce aux étudiants.
parce qu'ils ont répondu, il y a un certain nombre d'étudiants qui, génération après génération, acceptent d'entrer dans le jeu de l'Institut Portalis, acceptent de faire les efforts qui sont impliqués par la participation à l'Institut, et qui, après en étant sortis, acceptent encore de s'en faire les propagandistes, les soutiens, etc., etc.